Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe. Aujourd'hui, on va parler des barèmes des scénarios 2 et 3 que vous pouvez commencer à jouer dès aujourd'hui. Et ce jusqu'au 5 mai minuit, le dimanche 5 mai minuit. Un petit point sur le calendrier, je profite du fait que beaucoup d'équipes ont déjà joué les deux premiers scénarios pour pouvoir avancer un peu le calendrier. Donc vous pouvez jouer les scénarios 2 et 3 à partir d'aujourd'hui. Et on va faire au lieu de 4 semaines pour les deux scénarios, 3 semaines et demie pour ces deux scénarios. Donc jusqu'au dimanche 5 mai minuit. Si jamais il y a trop de retard, si jamais trop d'équipes n'ont pas réussi à jouer leur partie, alors dans ce cas-là, je rajouterai une semaine supplémentaire de manière à ce que tout le monde soit au même niveau. Voilà. On va donc passer maintenant au barème du scénario 2, le musée Miskatonic. Petit rappel pour le scénario 2, comme pour tous les scénarios, vous avez 3 points bonus au classement pour avoir obtenu la bonne conclusion, en l'occurrence la conclusion 1 ou la conclusion 2, et un point bonus au classement pour chaque investigateur ou investigatrice qui s'est engagé dans la mission qui lui est proposée. Voilà, ça c'est un point d'office si vous vous engagez dans la mission qui vous est proposée. On va donc pouvoir commencer à parler des différentes missions. Et on commence avec la mission proposée aux investigateurs et investigatrices avec le trait agence, assistant, érudit, maudit, médecin, reporter et sorcier. Quelle créature fascinante, vous voulez l'étudier. Pour vous et seulement pour vous, pendant la partie, l'horreur chasseresse gagne pendant votre tour et si l'horreur chasseresse a seulement un point de vie restant, vous pouvez faire une action rapide. Vous profitez qu'elle soit affaiblie pour étudier la créature. Testez n'importe quelle compétence avec une difficulté x-2 où x est 2 fois le nombre de joueurs ou de joueuses dans la partie. En cas de réussite, vous arrivez à comprendre de nouveaux éléments sur la créature mais elle se replie. Placez un marqueur d'horreur sur l'horreur chasseresse, puis soignez-la de tous ses dégâts et déplacez-la dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs et investigatrices. Inclinez. En cas d'échec, elle ne vous laisse pas l'approcher. Elle vous attaque, qu'elle soit redressée ou non. À la fin de la partie, vous gagnez un point au classement par horreur sur l'horreur chasseresse avec un maximum de 7 points. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir amener l'horreur chasseresse à n'avoir plus qu'un point de vie. Et à partir de ce moment-là, si c'est votre tour, vous pourrez faire une action rapide et un test de compétence dont la difficulté est égale au nombre de joueurs dans la partie x2, moins 2. Concrètement, si vous êtes en solo, c'est un test avec une difficulté de 0. Si vous êtes en duo, un test avec une difficulté de 2, en trio, une difficulté de 4, et en quatuor, une difficulté de 6. Pourquoi cette petite différence en fonction du nombre de joueurs ou de joueuses? Parce que l'horreur chasseresse dans ce scénario n'est pas plus forte en fonction du nombre de joueurs ou de joueuses dans la partie. Donc il vous sera plus facile en multijoueur d'arriver à faire en sorte qu'elle n'ait plus qu'un point de vie, à lui infliger des dégâts et à faire en sorte qu'elle n'ait plus qu'un point de vie. Donc plus facile de ce côté-là, il était normal que le test derrière soit plus difficile en fonction du nombre de joueurs ou de joueuses. Voilà. Si vous réussissez le test, la créature se replie, c'est-à-dire que vous la soignez de tous ses dégâts, vous la mettez dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs et investigatrices. S'il y a plusieurs lieux possibles, évidemment, vous choisissez. Et vous devrez recommencer, et vous l'inclinez, pardon. Et vous devrez recommencer ce test, de lui faire des dégâts, de faire en sorte qu'elle n'ait plus qu'un point de vie, puis de faire recommencer ce test et essayer de le réussir jusqu'à 7 fois, puisqu'à chaque fois vous placez une horreur sur l'horreur chasseresse et que chaque horreur vous rapportera un point au classement, avec un maximum de 7 points. Donc idéalement, vous voulez faire cette petite mission jusqu'à 7 fois. Voilà. En revanche, si vous ratez le test, à chaque fois que vous ratez ce test, elle vous attaque, qu'elle soit redressée ou non. Donc même si vous l'avez esquivée juste avant, elle vous attaque si vous ratez le test. Voilà. J'espère que tout est clair pour cette mission. On va pouvoir passer à la mission suivante. La mission suivante qui concerne les traits chasseur, clairvoyant, détective, élu, police, veilleur ou vétéran. Quelle créature fascinante vous voulez l'affronter?
pour vous, et donc seulement pour vous, pendant la partie, chaque lieu gagne, pour une action rapide, durant votre tour, allez chercher l'horreur chasseresse dans le deck rencontre, la pile de défausse du deck rencontre ou le néant, et générez-la dans ce lieu. À la fin de la partie, vous gagnez un nombre de points au classement égal à X moins le nombre de joueurs dans la partie plus 1. X est le nombre de points de vie de l'horreur chasseresse la dernière fois qu'elle a été vaincue par l'équipe. Maximum de 7 points au classement. Concrètement, vous allez devoir affronter l'horreur chasseresse et la tuer plusieurs fois. Comme vous le savez sûrement si vous avez déjà joué le scénario, l'horreur chasseresse, chaque fois qu'elle revient en jeu, elle gagne en puissance, donc elle gagne en combat, en points de vie et en évasion. L'idée, c'est de la vaincre suffisamment de fois, si vous voulez marquer le maximum de points, suffisamment de fois pour marquer 7 points au classement. Concrètement, X moins le nombre de joueurs ou de joueuses dans la partie plus 1, concrètement, ça veut dire que si vous êtes en solo, il faut la vaincre, pour marquer le maximum de points, il faudra la vaincre alors qu'elle a 7 points de vie. Si vous êtes en duo, il faudra la vaincre alors qu'elle a 8 points de vie, 9 points de vie si vous êtes en trio, et 10 points de vie si vous êtes en quatuor. Encore une fois, cette petite règle en fonction du nombre de joueurs ou de joueuses, c'est parce que l'horreur chasseresse elle-même n'est pas plus puissante en fonction du nombre de joueurs ou de joueuses, c'est donc beaucoup plus facile de la gérer en multijoueur, et aussi c'est plus facile de la tuer, puisque là, en l'occurrence, ce n'est pas nécessairement vous qui devez la battre à chaque fois, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir faire revenir l'horreur chasseresse en jeu via la petite capacité que j'ai décrite. En revanche, tout le monde peut lui taper dessus. Donc, ce sera beaucoup plus facile à 2, 3, 4 joueurs, 4 joueuses de réussir à la vaincre un maximum de fois. Donc, j'ai quand même préféré faire en sorte quand même avoir un équilibre entre ceux qui jouent à plus ou moins de joueurs ou de joueuses. Voilà, j'espère que cette mission aussi est claire et on va pouvoir passer à la mission suivante. La troisième mission, c'est celle qui concerne les investigateurs et investigatrices avec les traits bénis, entrepreneur, interprète, miskatonique, mondain, rêveur et voyageur. Les œuvres du musée sont fascinantes, vous ne pouvez pas vous empêcher de les admirer. Pour vous, donc seulement pour vous, pendant la partie, chaque lieu exposition gagne forcé. Quand vous quittez ce lieu, si le nombre de ressources sur le lieu est inférieur au nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission, faites un test de volonté à 3 ou d'intelligence à 4. Si vous réussissez, placez une ressource sur ce lieu. Si vous échouez, vous avez vraiment la tête ailleurs. À trop regarder les œuvres plutôt que le plan, vous vous perdez dans le musée. Remélangez le lieu dans le deck exposition. Chaque ennemi et chaque investigateur investigatrice dans ce lieu est déplacé dans le hall du musée. Nota bene, si un lieu remélangé dans le deck exposition est remis en jeu par la suite, placez de nouveau des indices dessus comme s'il était révélé pour la première fois. Alors avant de passer au décompte des points pour le classement, je vais déjà vous expliquer cette première partie. Ça paraît un tout petit peu compliqué sur le papier, mais en réalité c'est très simple. Comme vous le savez, dans ce scénario, au fur et à mesure de la partie, vous allez piocher des lieux du deck exposition, un deck que vous aurez créé à la mise en place, et vous allez les mettre en jeu. Vous les mettez en jeu, vous rentrez dedans, vous investiguez, vous trouvez des indices, et quand vous voulez quitter ce lieu, alors vous faites un test de volonté à 3 ou d'intelligence à 4. Si vous réussissez ce test, vous placez une ressource sur le lieu. Ce qui veut dire, étant donné que le forcé commence en disant quand vous quittez ce lieu, si le nombre de ressources sur le lieu est inférieur au nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission. Donc en gros, à partir du moment où vous avez quitté une première fois ce lieu et que vous avez réussi le test, il y aura une ressource sur ce lieu. Donc si vous êtes en solo, vous pourrez revenir sur ce lieu et le forcé ne se déclenchera plus. En revanche, si vous êtes en multijoueur, dans ce cas-là, il faudra voir le nombre de joueurs ou de joueuses, d'investigateurs, d'investigatrices qui se sont engagés dans cette mission. Si vous êtes deux, par exemple, le premier ou la première à quitter ce lieu fera le test. S'il réussit, il place une ressource dessus, et donc il y aura le nombre de ressources sur le lieu sera égal à 1, et le nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans la mission sera égal à 2. Voilà. Donc, si soit ce même investigateur ou cette même investigatrice retourne dans le lieu, soit son coéquipier ou sa coéquipière engagée dans la même mission va aussi dans le lieu. Quand l'un ou l'autre
quittera ce lieu, il devra refaire le test puisqu'il n'y aura qu'une seule ressource et que ce sera toujours inférieur au nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission. Donc si vous êtes 2 engagés dans cette mission, il faudra qu'il y ait 2 ressources pour que le forcé ne s'applique plus. Donc vous mettez des ressources à chaque fois que vous réussissez le test, et quand il y a un nombre de ressources suffisant, dans ce cas-là, vous n'avez plus à faire le test quand vous sortez de ces lieux. En revanche, si vous échouez, vous remélangez le lieu dans le deck exposition, peu importe s'il y a déjà des ressources dessus ou pas. Vous remélangez le lieu dans le deck exposition, ce qui peut avoir un effet un peu particulier, c'est-à-dire que pendant la mise en place, on va vous demander de mettre dans le bas du deck exposition le lieu salle à accès restreint, qui est le lieu final, le lieu que vous cherchez à trouver. Si vous remélangez un lieu dans le deck exposition, alors ce lieu salle à accès restreint ne sera peut-être plus dans le bas du deck exposition, mais peut-être en premier, sera peut-être le premier lieu que vous piocherez ensuite. Concrètement, si vous mettez en jeu le premier lieu du deck exposition pendant la partie, vous y allez, vous investiguez, vous quittez le lieu, vous ratez le test, alors dans ce cas-là, peut-être que le prochain lieu que vous piocherez sera le lieu final que vous n'étiez pas censé trouver aussitôt. Tant mieux pour vous si vous voulez finir vite la partie. En revanche, vous ne marquerez pas beaucoup de points au classement si vous finissez la partie trop tôt. Donc je vous conseille, même si vous trouvez rapidement ce lieu final, de retourner en arrière un petit peu et d'aller explorer pour sortir d'autres lieux, mettre en jeu d'autres lieux, pour essayer de marquer un maximum de points au classement. À la fin de la partie, donc, vous gagnez X points au classement, où X est le nombre de ressources sur les lieux divisé par le nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission. Concrètement, si vous êtes en solo, c'est le nombre de ressources sur les lieux. Si vous êtes 2 engagés dans la mission, dans cette même mission, alors du coup vous comptez le nombre de ressources sur les lieux. Peut-être que certains lieux n'auront qu'une ressource, d'autres en auront 2, mais vous comptez le nombre de ressources sur les lieux et vous divisez par le nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans la mission. Il y a 6 lieux dans le deck exposition, donc ça peut faire un maximum de 6 points, c'est-à-dire 6 ressources si vous êtes en solo, 12 ressources si vous êtes 2 engagés dans cette mission, donc en tout cas un maximum de 6 points. Si vous avez atteint le maximum, chaque investigateur investigatrice engagé dans la mission gagne un point supplémentaire, un point bonus, pour faire un total maximum de 7 points par investigateur investigatrice engagé dans cette mission. Voilà, j'espère que c'était clair là aussi. C'est un tout petit peu plus complexe sur le papier, mais encore une fois, vous verrez pendant le jeu, c'est très simple. Dès que vous quittez un lieu exposition, vous regardez s'il y a déjà un nombre de ressources dessus équivalent au nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission. Et si ce n'est pas le cas, vous faites un test 3 de volonté, 4 d'intelligence. Voilà. Et on va pouvoir passer à la dernière mission pour ce scénario, la mission numéro 4. Cette quatrième mission, elle est réservée aux investigateurs investigatrices qui ont comme trait principal crépuscule d'argent, criminel ou vagabond. Les œuvres du musée sont fascinantes, vous ne pouvez vous empêcher de les voler. Pour vous, chaque lieu exposition gagne. Pour une action, vous repérez un objet de valeur, testez votre agilité à 0. Les autres investigateurs investigatrices ne peuvent pas vous aider pour ce test d'aucune manière. En cas de réussite, vous subtilisez discrètement un artefact de valeur X. X est le nombre de points de réussite. Utilisez un pion ou une pile de pions KO de votre collection dont la valeur est égale à X pour représenter cet artefact. Vous pouvez aussi écrire sur un petit bout de papier, vous faites comme vous voulez. En cas d'échec, vous déclenchez l'alarme et Allez chercher l'horreur chasseresse dans le deck rencontre, la pile de défausse du deck rencontre ou le néant et générez-la avec vous si possible. Ensuite, trouvez les alliés d'histoire d'Am Lynch et Harold Walstead, qu'ils soient en jeu ou mis de côté, et retirez-les de la partie en résolvant la capacité forcée soit de l'un, soit de l'autre. Hors de question pour eux d'aider des voleurs. N'oubliez pas qu'une réussite par 0 reste une réussite. Vous pouvez faire ce test autant de fois que vous le désirez pour tenter de voler d'autres artefacts. En revanche, il y a une limite à ce que vous pouvez porter. Le nombre maximum d'artefacts que vous pouvez porter est égal à votre force de base, à votre valeur de force de base, minimum de 1. Coucou Calvin. Si vous désirez voler un nouvel artefact,
en espérant réussir encore mieux le test alors que vous avez atteint la limite de ce que vous pouvez porter, vous devez laisser tomber un des artefacts que vous avez déjà. Remettez dans votre collection le pion ou la pile de pions représentant cet artefact, puis faites le test. Ou rayez-le de votre bout de papier et refaites le test. Concrètement, avant de passer au décompte des points à la fin de la partie, concrètement, pendant la partie, vous allez essayer de voler des œuvres, voler des artefacts dans le musée. Pour ça, vous faites un test d'agilité et vous comptez le nombre de points de réussite. Si vous réussissez par 5, c'est un artefact de valeur 5 que vous avez réussi à voler. Seulement, l'idée c'est que vous pouvez faire ce test autant de fois que vous voulez, pour une action à chaque fois, mais en revanche, vous ne pouvez pas tout porter. Vous avez une limite à ce que vous pouvez porter. Donc, cette limite, c'est égal à votre force de base. Donc en gros, si vous volez, vous pouvez voler 3 artefacts si votre valeur pardon, si votre valeur de force est égale à 3. Si vous voulez 3 artefacts, ça vous laisse 3 chances de voler des artefacts de valeur élevée. En revanche, si votre valeur est égale à 1, ou 0 comme Calvin, mais donc minimum de 1, si votre valeur de force est égale à 1, alors dans ce cas-là, vous allez devoir essayer, vous ne pourrez voler qu'un seul artefact. Et vous allez devoir essayer de réussir par un maximum ce test. Vous pouvez aussi décider que l'artefact que vous avez volé ne vous plaît pas et vous retentez le test même si vous avez atteint votre limite. Mais dans ce cas-là, vous vous débarrassez d'un artefact que vous avez en main et ensuite vous retentez le test. Donc si vous réussissez le test par, je sais pas, par 3 par exemple, vous avez un artefact de valeur 3 et vous pensez que vous pouvez faire mieux que ça. Vous pensez que vous pouvez avoir un artefact de valeur 6. Vous pouvez voler un artefact de valeur 6, valeur 3, vous le trouvez pas très beau cet artefact. Concrètement, vous pouvez vous débarrasser de l'artefact de valeur 3, donc celui-ci est complètement perdu, et retenter le test. Alors, avec un peu de chance, vous allez avoir un artefact d'une valeur plus élevée. Avec moins de chance, vous aurez un artefact de valeur moins élevée. Ça dépendra du nombre de points de réussite. On ira voir, je vais vous donner des exemples juste après. En revanche, attention, si vous échouez ce test, donc probablement via l'échec automatique, puisque vous pouvez réussir par 0, si jamais vous piochez un pion qui vous fait tomber votre valeur à 0, vous réussissez quand même. Si vous piochez l'échec automatique, en revanche, il y a de grandes chances que vous échouiez à ce test. En cas d'échec, vous déclenchez l'alarme. Dans ce cas-là, l'horreur chasseresse vous entend, vous allez la chercher, elle se jette sur vous, et voilà, vous la générez avec vous. Ensuite, vous trouvez les 2 alliés d'histoire, donc il y a 2 alliés d'histoire dans la partie possible. Il y a le directeur du musée et l'agent de sécurité. Eux, ils n'aiment pas l'idée qu'il y ait des voleurs avec eux, il est hors de question de vous aider, donc vous les sortez de la partie, même s'ils ne sont pas encore rentrés dans la partie, même s'ils sont mis de côté toujours, etc., les, euh, vous les retirez du jeu et vous déclenchez la capacité forcée, soit de l'un, soit de l'autre. C'est la même capacité forcée, mais l'idée c'est de dire que vous ne la déclenchez pas 2 fois. Une seule fois suffit. Une capacité forcée qui vous demande d'ajouter un jeton tablette dans la réserve du chaos. Je vais vous donner quelques exemples. Avant de ça, on va juste lire la dernière phrase. À la fin de la partie, vous revendez ces artefacts sur le marché noir à la moitié de leur valeur. Vous gagnez des points au classement égal à x divisé par 2. X ne peut pas être supérieur à 14, donc en gros un maximum de 7 points. Dans la page suivante, je vais vous expliquer un peu plus et je vais vous donner les quelques exemples. Quelques exemples pour illustrer cette mission réservée aux crépuscules d'argent criminels et vagabonds. Concrètement, Kimani Jones a une valeur de base de force égale à 2, ce qui veut dire que Yel ne pourra porter que 2 artefacts au maximum. Il vaut donc mieux que ces artefacts soient de grande valeur, que le test d'agilité à 0 soit réussi par beaucoup de points de réussite. Par exemple, pourrait réussir un test à 6 et un test à 8 pour avoir le maximum de points, c'est-à-dire un total de valeur d'objet égal à 14 et le maximum de points au classement est égal à 7.
En revanche, si Yale n'est pas satisfait de la réussite de ces tests, de ces 2 premiers tests, et que Yale a par exemple volé un objet d'une valeur, à 3 et un deuxième objet d'une valeur à 8, donc ça qui ferait un total de valeur égale à 11, donc pas le maximum de points au classement, Yale peut retenter le test, pour une action toujours, peut retenter le test d'agilité à 0, pour espérer réussir mieux que 3, par exemple. Donc l'idée, ce serait d'abord, il faudra se débarrasser de cet objet à 3 et retenter le test en espérant faire mieux, mais en ayant le risque de faire moins bien que 3. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce premier artefact qui aura été jeté ne pourra pas être récupéré. Donc si Kimani retente le test et finalement réussit uniquement par 2, et ben c'est tant pis pour Yel. Et en revanche, si Yel réussit par 6, et ben c'est tant mieux, et l'objectif est atteint. Voilà. En revanche, pour parler des extrêmes par exemple, on aura Tony Morgan qui a une agilité qui est beaucoup plus faible puisque son agilité est à 2, donc il y aura beaucoup plus de mal pour Tony. Tony aura beaucoup plus de mal pour réussir ses tests d'agilité par beaucoup de points de réussite, contrairement à Kimani qui commence avec une agilité à 5. Donc, mais en revanche, Tony pourra porter plein d'artefacts. Donc Tony, qui a 5 de force, pourra avoir jusqu'à 5 artefacts de petite valeur, par exemple. Évidemment, si Tony réussit par plus 15, et ben, donc il aura atteint le maximum de plus 14. S'il réussit par plus 14, et ben, tant mieux, il n'aura qu'un seul artefact à plus 14, mais il aura aussi la possibilité d'avoir plein de petits artefacts, là où Kimani ne pourra en porter que 2. L'exemple extrême inverse, c'est Calvin Wright et Wendy Adams, par exemple, qui n'ont que 1 de force de base, alors Calvin a même 0, mais je mets le minimum à 1, comme je vous l'expliquais dans la slide précédente, ne pourront voler qu'un seul artefact, qui devrait être de très très grande valeur pour atteindre le maximum de points, c'est-à-dire ils devront réussir ce test d'agilité à 0, ils devront le réussir par plus 14. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Preston, par exemple, sera aussi dans ce cas-là. C'est pas impossible parce que en survivant, il y a quand même beaucoup de cartes qui vous permettent de booster de manière efficace vos stats. Et il y a accès au béni, beaucoup. Il y a accès à l'antique traité qui permet d'arrêter un test quand un béni sort du chaos bag. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à réussir ce test par plus 14. Voilà, ce ne sera pas évident, mais vraiment, vraiment, c'est possible. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, voilà, j'espère que ces exemples permettront de mieux comprendre cette mission réservée au crépuscule d'argent criminel et vagabond. Et ensuite, on va passer aux derniers traits qui n'ont pas encore été cités et pour lesquels il y a des missions un petit peu particulières. Donc, si votre investigatrice a comme trait principal artiste, vous adorez ce musée. Il n'a aucun secret pour vous. Vous commencez la partie à l'intrigue 3A et dans la salle d'exposition, salle à accès restreint. Le lieu gagne pour une action. Faites un dessin représentant l'horreur chasseresse. Ensuite, gagnez 10 points au classement. Voilà, pour artiste, la mission des artistes. Si votre investigatrice a comme trait principal croyant, vos prières ont été entendues. Mettez tous les lieux salles d'exposition en jeu face révélée et prenez tous les indices. Inscrivez 10 points au classement. Ensuite, pour les cultistes, si votre investigatrice principale a comme trait cultiste, le Necronomicon, vous avez une copie à la maison, passez directement à l'acte 3B et inscrivez 10 points au classement. Enfin, si votre investigatrice a comme trait principal municipal, la municipalité subventionne le musée. Le directeur vous accompagne lui-même jusqu'à la salle d'exposition, salle à accès restreint. Vous commencez la partie à l'acte 3A et dans la salle d'exposition, salle à accès restreint, inscrivez 10 points au classement. Voilà pour ce scénario 2, le musée Miskatonic. J'espère que toutes ces missions sont claires. Et puis on va pouvoir passer au scénario 3, l'Express du comté d'Essex. Pour le scénario 3, l'Express du comté d'Essex, le barème général reste quasi inchangé. 3 points pour obtenir la bonne conclusion, donc en l'occurrence la conclusion 1, et 1 point pour vous être engagé dans la mission qui vous est proposée. Ça vous commencez à avoir l'habitude. On va du coup directement passer aux différentes missions. Alors, cette première mission, elle est réservée
aux investigateurs et investigatrices ayant comme trait principal soit assistant, béni, chasseur, crépuscule d'argent, mondain, vétéran ou voyageur. Vous êtes en première classe, mais vous refusez d'abandonner vos bagages, ou ceux de votre patron. Durant la partie, appliquez ces modifications de règles. Vous commencez la partie dans le wagon le plus proche de la locomotive. Ensuite, lorsque la partie débute, après avoir pioché votre main de départ et fait la mise en place, prenez les 3/4 du dessus de votre deck et mettez-en une face cachée dans le deuxième lieu wagon en partant de la gauche, puis une dans le troisième wagon et une dans le quatrième wagon, toujours en partant de la gauche. Ce sont vos bagages. La face non révélée de chacune de ces cartes gagne pour une action. Si vous êtes le ou la propriétaire de ce bagage, placez la carte sous votre carte investigateur-investigatrice. Si vous êtes vaincu, défaussez les bagages sous votre carte investigateur-investigatrice. Autre modification de règle, sur chaque face non révélée des lieux wagons, l'indication existante, vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur le lieu à sa gauche n'aient été découverts, est remplacée par vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur le lieu à sa droite n'aient été découverts. Cette indication est valable uniquement pour vous. Chaque face révélée, en revanche, des lieux wagons gagne, vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur lui à sa gauche n'aient été découverts. Cette indication est valable pour l'ensemble des investigateurs et investigatrices, même ceux qui ne sont pas engagés dans cette mission. Concrètement, pour se déplacer vers la locomotive, il faut donc toujours que le lieu à sa gauche soit vidé de ses indices, qu'ils soient révélés ou non. Avant de parler du comptage des points, je vais expliquer un peu cette mission. Donc vous allez vous allez jouer ce scénario d'une manière un peu différente de ce dont vous avez l'habitude, puisque contrairement au scénario normal où vous commencez à gauche dans le wagon le plus éloigné de la locomotive et vous avancez vers la locomotive, là vous allez d'abord devoir revenir en arrière, retourner en arrière pour aller récupérer vos bagages. Donc vous commencez la partie dans le wagon le plus à droite, le wagon le plus proche de la locomotive. Vous pourriez terminer le scénario très rapidement en décidant de n'inscrire quasiment aucun point, en allant dans la locomotive et en finissant le scénario. Je ne vous le conseille pas. Si vous voulez inscrire des points au classement, je vous conseille d'aller chercher vos bagages. Vos bagages qui seront donc dans le deuxième lieu en partant de la gauche, le troisième et le quatrième toujours en partant de la gauche. Il y aura donc un bagage un peu plus proche de vous, donc plus simple à récupérer, un bagage encore un peu plus éloigné et un dernier encore plus éloigné. Le dernier sera évidemment le plus difficile à récupérer puisqu'il sera dans le deuxième wagon en partant de la gauche et comme vous le savez dans ce scénario, les wagons disparaissent petit à petit au fur et à mesure du scénario. Donc, si vous arrivez dans le lieu où il y a ce bagage, vous pouvez, pour une action, le récupérer. Il n'y a pas de test à faire, uniquement l'action. Pour que cela fonctionne, cette mécanique fonctionne, évidemment, il y a des petits changements de règles qui paraissent évidentes, plutôt que de l'indication qui est derrière le dos de chaque carte, et qui dit que vous ne pouvez pas entrer dans le wagon dans un wagon à moins que tous les indices du lieu à sa gauche n'aient été découverts pour vous, et uniquement pour vous, ce sera à moins que tous les indices de lui à sa droite n'aient été découverts. Donc, comme pour la mécanique du scénario d'origine, vous allez devoir trouver tous les indices avant de pouvoir changer de wagon, sauf que pour vous, au lieu d'aller vers d'aller vers la droite, vous irez vers la gauche, vous allez retourner en arrière. Et deuxième petite modification qui est surtout valable pour le multijoueur, vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur lui à sa gauche n'aient été découverts. C'est une indication qui sera sur toutes les faces révélées des wagons. Donc concrètement, pour se déplacer vers la gauche, pour retourner chercher vos bagages, vous allez être obligé de trouver les indices dans votre lieu avant de pouvoir vous déplacer d'un wagon. Pour se déplacer vers la droite, l'ensemble des investigateurs et investigatrices, quoi qu'il arrive, pour aller vers la locomotive, quoi qu'il arrive que les investigateurs et investigatrices soient face à un lieu non révélé ou un lieu révélé, ils ou elles devront trouver tous les indices dans leur lieu avant de pouvoir se déplacer vers la locomotive. C'est surtout cette petite règle, c'est surtout, vous verrez en multijoueur, il y a un moment où vous allez vous
aller vers l'arrière du train, ils vont revenir eux vers l'avant du train s'ils n'ont pas la même mission, et à un moment vous allez vous rencontrer au milieu, et il y aura ce lieu du milieu qui aura des indices dessus. Euh, vous, vous ne serez pas obligé, pour continuer de retourner à gauche, de trouver tous les indices dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les lieux sont révélés sur votre chemin vers vos bagages, vous pouvez continuer d'aller, même s'il y a encore des indices sur ces lieux, à partir du moment où ils sont révélés. En revanche, pour tout le monde, quand vous revenez vers la locomotive, il faut toujours trouver les indices, parce que sinon ça fait que ce lieu du milieu se retrouvera avec des indices toujours sur lui, et le but de ce scénario est de vous faire à chaque fois trouver les indices, donc ça je voulais garder cette idée. Bon, en gros c'est que de la logique, les deux dernières indications, les deux dernières modifications de règles, c'est que de la logique, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut vous souvenir, c'est que vous commencez dans le wagon le plus à droite et que vous allez revenir en arrière chercher vos bagages. Ensuite, après le scénario, à la fin de la partie, vous gagnez 2 points au classement par bagage sous votre carte investigateur-investigatrice et 1 point supplémentaire si tous les bagages en jeu ont été récupérés. Voilà. Donc j'espère que c'est clair et que cette petite mécanique vous amusera. On va pouvoir passer à la mission suivante. La mission suivante, elle est réservée aux investigateurs et investigatrices ayant comme trait principal entrepreneur, interprète, maudit, rêveur, sorcier ou vagabond. Vous n'avez pas réussi à avoir de place ou à trouver de quoi payer le billet. Vous allez devoir voyager sur le toit. Tant que vous êtes sur les toits des lieux wagons, ces règles s'appliquent. Si vous jouez en solo, ne révélez pas votre lieu. Si vous jouez en multijoueur, ignorez pour vous-même uniquement la boîte de texte de chaque wagon révélé et non révélé, à l'exception des traits. Concernant les autres investigateurs et investigatrices qui ne sont pas sur le même toit que vous, vous n'êtes pas considéré comme étant dans le même lieu, mais comme dans un lieu connexe. En revanche, si vous êtes plusieurs investigateurs et investigatrices sur le même toit, vous pouvez vous entraider normalement. Autre modification de règle, les traîtrises qui ont un effet sur tous les investigateurs et toutes les investigatrices dans un lieu ont aussi un effet sur vous, même si vous êtes sur le toit. Un ennemi désengagé est considéré sur le toit et dans le wagon. Il peut donc être engagé et attaqué indifféremment par un investigateur et une investigatrice sur le toit ou dans le wagon. En revanche, quand il est engagé, il est soit dans l'un, soit dans l'autre en fonction d'avec qui il est engagé. Déjà quelques premières explications sur ces premières modifications de règles. Vous allez donc jouer le scénario un peu différemment de ce dont vous avez l'habitude avec ce scénario, c'est-à-dire que vous allez être sur les toits des lieux wagons. Concrètement en solo, ce qui se passe, c'est que vous ne révélez même pas les lieux wagons. Et vous ignorez leur face non révélée, leur face révélée, vous ignorez leur face non révélée, ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous déplacer dans le wagon suivant sans que les indices à l'intérieur de votre wagon n'aient été découverts. De toute façon, vous êtes sur le toit, donc vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe à l'intérieur. Ceci est valable aussi si vous êtes en multijoueur. Vous ignorez la face non révélée des lieux wagons. Donc vous pouvez vous déplacer, on verra ensuite comment se place le déplacement, même s'il reste des indices dans le wagon sur lequel vous êtes. Vous ignorez aussi la face révélée des lieux wagons en multijoueur, c'est-à-dire que vous, vous ne prendrez pas les malus éventuels en vous déplaçant d'un wagon à l'autre, et voilà, vous n'avez pas non plus à trouver les indices, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Si vous êtes en multijoueur, les autres investigateurs et investigatrices qui sont dans le wagon sont considérés dans un lieu connexe, et vous êtes, en étant sur le toit, considéré dans un lieu connexe au leur. Vous n'êtes pas considéré dans le même wagon pour ce qui est des cartes joueurs, des cartes joueuses. Donc concrètement, vous ne pourrez pas, et ils ne pourront pas, attribuer de cartes à vos tests. Ils ne pourront pas non plus activer certaines capacités qui concernent les personnes qui sont dans le même lieu. Mais en revanche, si c'est des cartes qui concernent les personnes dans un lieu connexe, elles pourront les activer comme si vous étiez dans un lieu connexe. Voilà. Donc concrètement, ils peuvent vous dynamiter sans problème ou attribuer certaines cartes qui peuvent s'attribuer dans un lieu connexe, etc. Ensuite,
En revanche, pour les traîtrises, vous êtes considérés dans le même lieu. Je pense notamment à une traîtrise qui dit que tous les investigateurs et investigatrices dans un lieu, dans votre lieu, doivent perdre une action. Dans ce cas-là, vous êtes considérés dans le même lieu vis-à-vis des traîtrises. Donc, si quelqu'un qui est dans le wagon pioche cette carte, ça vous concerne. Si vous qui êtes sur le toit piochez cette carte, ça concerne aussi ceux et celles qui sont dans le wagon. Concernant les ennemis, il faut considérer que si ils sont désengagés, alors ils sont considérés sur le toit et dans le wagon en même temps. Concrètement, dites-vous qu'ils vous attendent, ils attendent le premier investigateur ou investigatrice qui va débarquer et qui va les engager. Ils peuvent à la fois être sur le toit et sur le wagon. En revanche, à partir du moment où ils sont engagés, ils sont considérés soit dans le lieu wagon, soit dans le lieu toit, en fonction de avec qui ils sont engagés. Ce qui fait que, du coup, à ce moment-là, ben, s'ils sont sur le toit, les autres engagés avec vous sur le toit, dans ce cas-là, les autres investigateurs, investigatrices qui sont à l'intérieur du wagon ne peuvent plus le taper, ne peuvent plus vous aider, sauf encore une fois avec des cartes qui agissent sur un lieu connexe. Voilà, j'espère que cette première partie est claire et on va passer à la seconde partie de l'explication de cette mission, puisque pour l'instant je ne vous ai pas dit ce que vous allez devoir faire. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire maintenant que vous êtes sur les toits des wagons? Au début de chacun de vos tours, testez votre force et votre agilité à 3. Si vous échouez, vous avez du mal à garder votre équilibre, vous perdez une action lors de ce tour. Ensuite, l'acte en cours gagne. Vous ne pouvez pas vous déplacer dans un autre lieu que le vôtre, sauf par la capacité suivante. Pour une action, se déplacer. Testez volonté, plus intelligence, plus force, plus agilité, un test à 16 de difficulté. Maximum d'une tentative par round. En cas de réussite, vous sautez sur le toit du wagon à droite du vôtre. Si vous êtes sur le dernier wagon, vous entrez dans la locomotive à la place, révélez-la. En cas d'échec, testez n'importe quelle compétence à 2. En cas d'échec à ce nouveau test, vous êtes éjecté du train si vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Ensuite, l'acte en cours gagne. Si vous êtes sur le toit d'un wagon, pour 2 actions, vous préférez ne plus prendre de risques, vous descendez dans le wagon sur lequel vous êtes. S'il y a un effet forcé, appliquez-le. Pour le reste de la partie, révélez normalement les lieux dans lesquels vous entrez s'ils ne sont pas déjà révélés et n'ignorez plus leur boîte de texte. Avant de passer au comptage des points, donc une petite explication sur cette mécanique. Donc au début de votre tour, vous faites un test où vous additionnez des compétences, là en l'occurrence force et agilité. Donc ça ressemble au test de cercle du cercle brisé. Vous testez les deux compétences en même temps, vous pouvez donc attribuer des cartes qui ont les icônes des deux compétences à ce test. Test à 3, si vous échouez, vous perdez une action lors du tour, puisque vous êtes sur le toit d'un wagon et que c'est pas très stable. Ensuite, tant que vous êtes sur le toit des wagons, toujours, vous pouvez vous déplacer dans des lieux uniquement par la capacité se déplacer que j'ai ajouté sur l'acte en cours. Donc, pour une action, se déplacer, et là vous testez l'ensemble de vos compétences, un test de difficulté 16. Vous ne pouvez pas vous déplacer autrement. Je pense notamment à Luke Robinson qui peut aller d'habitude dans sa boîte, utiliser sa boîte de portail pour aller dans le portail des rêves. Il ne pourra pas pendant cette partie le faire. Il peut uniquement se déplacer via cette capacité. Donc, vous pouvez tester l'ensemble de vos compétences, un test de difficulté 16, maximum une tentative par round, ce qui veut dire maximum de une réussite aussi par round, donc vous ne pourrez pas vous déplacer plus d'une fois par round, quoi qu'il arrive. En cas de réussite, vous sautez donc sur le toit du wagon à droite du vôtre. Si vous êtes sur le dernier wagon, vous révélez la locomotive normalement, vous n'êtes pas sur le toit de la locomotive, vous la révélez, vous êtes arrivé dans la locomotive. En cas d'échec, en revanche, vous serez obligé de faire un test supplémentaire, un test à 2, n'importe quelle compétence à 2. Si vous échouez, c'est la fin du scénario pour vous. Vous tombez du toit et vous subissez un traumatisme physique, vous êtes vaincu. Mais si jamais vous trouvez tout ça trop dangereux à un moment, vous pouvez toujours descendre du toit du wagon. Pour 2 actions, vous préférez ne plus prendre de risques et vous descendez dans le wagon sur lequel vous étiez. Voilà, ça c'est un petit échappatoire qui vous permet
de limiter les risques si vous sentez que ça devient trop dangereux et que par exemple en multijoueur, vous dites que vous seriez plus en sécurité en étant avec avec les autres joueurs et les autres joueuses à l'intérieur des wagons. À la fin de la partie, vous allez gagner un certain nombre de points en fonction du nombre de rounds que vous avez effectués avant d'atteindre la locomotive. Donc, comptez le nombre de rounds que vous effectuez jusqu'à ce que tous les investigateurs et toutes les investigatrices engagées dans cette mission atteignent la locomotive. Évidemment, vous comptez le premier round et celui en cours. Si vous avez effectué 7 rounds ou moins, vous gagnez 7 points au classement. Si vous avez effectué 8 ou 9 rounds, vous gagnez 5 points. Si vous avez effectué 10 ou 11 rounds, vous gagnez 3 points. Si vous avez effectué 12 ou 13 rounds, vous gagnez 1 point. Là, concrètement, c'est un comptage de rounds. Donc l'idée, c'est de se dépêcher, pas pour finir le scénario, nécessairement, mais uniquement se dépêcher pour atteindre la locomotive. Donc même si vous décidez de descendre des toits des wagons, comme je vous l'indique dans la dernière capacité juste au-dessus, si vous décidez d'utiliser 2 actions pour descendre à l'intérieur des wagons, vous continuez de compter. Vous continuez de compter les rounds que vous passez pour atteindre la locomotive. Donc, en tout cas, si vous avez effectué moins de 7 rounds, vous gagnez le maximum de points. Sachant que vous pouvez vous déplacer qu'une fois par round et qu'il y a 6 wagons, donc 6 déplacements à faire pour atteindre la locomotive. Pour arriver, il faudrait faire un perfect pour avoir le maximum de points, puisque le premier round et le dernier comptent. Je crois que, ou un perfect, ou vous pouvez vous rater une fois, je me souviens plus le décompte exactement, vous verrez un jour. Voilà, concrètement, il va falloir se dépêcher d'aller dans la locomotive et pour pouvoir marquer le maximum de points, il faut que tous les investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission atteignent la locomotive. Hein, pardon. Ce qui veut dire que si vous êtes en solo, c'est vous vous dépêchez et quand vous atteignez la locomotive, vous regardez le nombre de rounds que vous avez fait. Si vous êtes en multijoueur, dans ce cas-là, il faudra attendre que les autres aussi arrivent dans la locomotive. Donc, j'espère que cette mission est claire, elle est un peu particulière. Encore une fois, je le répéterai en fin de vidéo, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser ici dans les commentaires ou sur le Discord. J'y répondrai le plus précisément possible. Et on va pouvoir passer à la troisième mission. La troisième mission qui concerne les investigateurs et investigatrices ayant comme trait principal agents, élus, médecins, miskatonic, police ou veilleurs. Vous refusez d'abandonner les passagers. Durant la partie, appliquez ces modifications de règles. À la fin de la mise en place, allez chercher dans le deck rencontre les 3 versions de la carte passager sans défense et mettez-en un en jeu dans le lieu de départ. S'il y a 4 investigateurs et investigatrices dans la partie, dans le lieu à votre droite, s'il y a 3 investigateurs et investigatrices, dans le deuxième lieu à votre droite, s'il y a 2 investigateurs et investigatrices, dans le troisième lieu à votre droite, s'il n'y a que 1 investigateur et investigatrice. Ensuite, mettez en jeu un second passager sans défense dans le lieu à droite du premier et le troisième passager en défense dans le lieu à droite du second. S'il y a plusieurs investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission, chacune effectue ces étapes. Utilisez d'autres cartes de votre collection qui représentent les passagers sans défense et qui sont en tout point identiques à ceux-ci. Il y aura donc plus de 3 passagers sans défense en jeu. Durant la partie, vous pourrez prendre indifféremment le contrôle des passagers sans défense, qu'ils aient été placés par vous ou par un autre investigateur, une autre investigatrice. Seul un investigateur ou une investigatrice engagée dans cette mission peut prendre le contrôle d'un passager sans défense. Les autres ne peuvent pas en prendre le contrôle. Donc, alors, déjà, début d'explication pour cette mission. Vous allez aller prendre les passagers sans défense et les placer dès le début de la partie, dès la fin de la mise en place, vous les placez dans des wagons définis en fonction du nombre de joueurs ou joueuses dans la partie. Pourquoi cette différence entre les parties, entre le nombre de joueurs dans la partie? Les différences, c'est que en multijoueur, il est plus simple
dans ce scénario d'avoir des actions libres, alors qu'en solo c'est très compliqué. Donc en gros vous allez commencer, plus vous êtes de joueurs, plus vous allez commencer avec des passagers qui sont proches de vous, donc qui sont plus susceptibles de mourir rapidement, donc vous allez devoir beaucoup plus vite vous en occuper, alors qu'en solo, je vous permets de vous laisser un peu le temps de vous stuffer et avant de devoir absolument récupérer les passagers. Voilà. Si plusieurs investigateurs et investigatrices sont engagés dans la mission, vous allez devoir placer un nombre à chaque fois 3 passagers sans défense par investigateur et investigatrice engagés dans cette mission. Donc ça peut aller jusqu'à 6, 9 et pourquoi pas 12 si vous êtes 4 investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission. Ils sont placés, ces autres tous sont placés de la même manière, hein, donc à chaque fois il y en aura 2 par lieu au moment de la fin de la mise en place. Si vous êtes 2 engagés dans cette mission évidemment. Et puis vous ignorez, tous ceux qui ne sont pas engagés dans cette mission ignorent ce qu'il y a écrit sur les cartes, ignorent l'action de discussion qui est sur les cartes passagers sans défense et ne peuvent pas prendre les passagers sans défense sous leur contrôle. Voilà. En revanche, ils peuvent prendre les horreurs si les passagers sans défense meurent. On va regarder maintenant ce que vous allez devoir faire pendant la partie. Donc, à la fin de chaque round, vous allez révéler un jeton du Chaos Bag pour chacun des passagers sans défense en jeu. Chacun leur tour en remettant le jeton dans le sac entre 2 tirages. Il y aura alors 2 situations. Soit le passager sans défense n'est sous le contrôle d'aucun investigateur ou aucune investigatrice. Si vous révélez un jeton, s'il n'est ancien ou plus sain, alors le passager sans défense trouve son chemin et avance d'un lieu vers la locomotive. Si vous révélez un 0, il ne se passe rien. Si vous révélez tout autre chiffre ou symbole, le passager sans défense panique et part dans la mauvaise direction. Il se déplace d'un lieu vers la gauche. S'il est dans le dernier wagon, il saute dans le vide et meurt. Résolvez son effet forcé et retirez-le de la partie. En revanche, si le passager sans défense est sous le contrôle d'un investigateur ou d'une investigatrice et que vous révélez un jeton, signe des anciens ou un chiffre, il ne se passe rien. Si vous révélez un symbole non signe des anciens, donc ça peut être béni ou maudit aussi, le passager sans défense panique. S'il panique, testez 4 de volonté pour essayer de le raisonner ou 4 de force pour le maîtriser. En cas d'échec, vous en perdez le contrôle, remettez-le dans votre lieu sous le contrôle d'aucun investigateur ou aucune investigatrice. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'après avoir mis en place, à la fin de la mise en place, c'est les 3 passagers sans défense, ou plus, si vous êtes plus d'investigateurs, investigatrices engagés dans cette mission, après avoir mis en place les passagers sans défense, ils vont bouger à l'intérieur du train en fonction de s'ils trouvent leur chemin ou s'ils paniquent, et en fonction de s'ils sont sous votre contrôle ou non. Donc concrètement, ils ont plus de chances de paniquer s'ils ne sont pas sous votre contrôle, puisque n'importe quel chiffre ou symbole autre que 0, signe des anciens, ou plus 1 les font paniquer, alors que s'ils sont sous votre contrôle, c'est seulement les symboles non signes des anciens qui les feront paniquer. Donc vous avez tout intérêt évidemment à les prendre sous votre contrôle. D'autant que même s'ils paniquent, vous pouvez rattraper le coup en réussissant un test de volonté à 4 ou un test de force à 4. Donc c'est seulement si vous piochez, s'ils sont sous votre contrôle, c'est seulement si vous piochez un jeton, euh, un jeton symbole non signe des anciens et ensuite que vous ratez le test, que vous en perdez le contrôle. Ce qui vous obligera au round suivant à reprendre une action pour les récupérer, puisque pour les mettre sous votre contrôle, il faut dépenser une action. Donc ça paraît pas grand chose, mais vous verrez que quand vous avez les 3 passagers sans défense, si vous n'avez pas de chance, les 3 passagers sans défense en même temps dans votre lieu, que vous en perdez le contrôle, que ça vous oblige à dépenser 3 actions au tour suivant, pour les récupérer, ça devient très compliqué. Donc évidemment, il est très conseillé de réussir ces tests de volonté ou de force. Et si le passager sans défense est dans le dernier lieu, dans le wagon le plus à gauche, et que il est sous le contrôle d'aucun investigateur, aucune investigatrice, et que vous piochez pas le bon symbole à la fin du round, pas le bon pion KO à la fin du round, il peut se sauter du train. Il panique tellement qu'il saute dans le vide et qu'il meurt. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez évidemment plus le sauver. À la fin de la partie, vous gagnez 2 points au classement pour chaque passager sans défense encore en vie, sous votre contrôle ou non,
divisé par le nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission. Si tous les passagers sont sauvés, vous gagnez un point supplémentaire. Donc en gros, c'est un maximum de points égal au nombre de passagers sans défense que vous avez mis en jeu au début de la partie, plus 1 s'ils ont tous été sauvés. Évidemment, je divise par le nombre d'investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission, parce qu'il ne faut pas que s'il y a 3 passagers sans défense en début de partie, ou 6, ceux qui en aient 6 mettent plus de points. Donc ça fait un total maximum de 7 points, comme pour les autres missions. Ils sont pas obligés d'être, pour marquer les points, ils sont pas obligés d'être sous votre contrôle. Tant qu'ils sont en vie, ça fonctionne. Donc si vous finissez le scénario et qu'ils sont toujours dans les wagons à l'arrière, mais que les wagons sont toujours en jeu, dans ce cas-là, ils sont considérés comme étant toujours en vie et vous marquez les points. Voilà pour cette mission. Beaucoup d'explications, mais au final, c'est assez simple. Vous pouvez récupérer les passagers via leur action de discussion et vous piochez à la fin de chaque round, vous piocherez un jeton du Chaos Bag pour déterminer pour chaque des passagers s'il panique ou s'il ne panique pas. Et vous vous référez aux petites explications que j'ai inscrites sur cette slide. Voilà. On va pouvoir donc passer à la dernière mission. La mission qui concerne les investigateurs, investigatrices ayant comme trait principal clairvoyants, criminels, détectives, érudits et reporters. Vous fouillez les wagons à la recherche de plus d'informations et d'objets de valeur. Quand un lieu train est révélé par n'importe quel investigateur investigatrice, ajoutez un indice par investigateur investigatrice dessus, prix de la réserve de pions, lieu de départ compris. Chaque lieu train qui n'a pas victoire 1 gagne victoire 0. À la fin de la partie, vous gagnez un mois au classement par lieu sans indice encore en jeu ou dans la pile de victoire. Bon, c'est la mission la plus simple à comprendre. Il faut rajouter des indices, ce qui va ralentir votre progression, vous oblige à trouver encore plus d'indices et ralentir votre progression vers la locomotive. Donc un indice par investigateur sur chaque lieu, même le lieu de départ, même les lieux qui n'ont pas, les lieux wagons qui n'ont pas d'indice dessus. Et c'est aussi valable pour la locomotive. Enfin, voilà, chaque lieu de train qui n'a pas victoire 1 gagne victoire 0, ça c'est pour assurer qu'ils vont bien dans la pile de victoire, ce sera plus simple pour le décompte à la fin. Et vous gagnez un point au classement par lieu sans indice encore en jeu ou dans la pile de victoire. Il va falloir vider tous les lieux alors qu'ils auront plus d'indices. Voilà. Ensuite, les quelques missions pour les traits qui n'ont pas été cités, comme pour le scénario 2. Donc si votre investigateur-investigatrice a comme trait principal artiste, votre soirée à l'opium d'hier soir vous a laissé une sacrée gueule de bois. Vous avez raté le train. C'est peut-être un mal pour un bien. Inscrivez 10 points au classement et indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez été retardé lors du voyage vers Dunwich. Ensuite, si votre investigateur-investigatrice a comme trait principal croyant, un ange vient vous chercher et vous transporte directement à Dunwich. Inscrivez 10 points au classement et passez au scénario 4 du sang sur l'autel. Ensuite, si votre investigateur-investigatrice a comme trait principal cultiste, le lieu de départ gagne implorez Cthulhu de vous épargner. Révélez un jeton de la réserve du chaos. Si ce n'est pas un signe des anciens, Cthulhu entend vos prières. Révélez tous les lieux trains, retirez tous les indices en jeu et inscrivez 10 points au classement. Ignorez les effets forcés de chacun de ces lieux. Si c'est un signe des anciens, alors recommencez cette action sans payer son coût. Et enfin, si votre investigateur-investigatrice a comme trait principal municipal, le voyage tombe sur un jour de RTT, vous décidez de partir plutôt de partir le lendemain. Inscrivez 10 points au classement et indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez été retardé du voyage vers Dunwich. Voilà, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas si vous avez des questions. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour les scénarios 2 et 3. J'espère avoir été clair sur l'ensemble des scénarios. Vous avez donc jusqu'au 5 mai, dimanche 5 mai minuit, pour jouer ces deux scénarios et inscrire. Reporter votre score via les formulaires de résultats qui sont en lien soit dans la vidéo, soit sur le Discord, dans la description de la vidéo, soit sur le Discord, et puis on pourra passer ensuite au scénario à partir du 6 mai, on pourra passer au scénario 4 et 5
D'ici là, je vous souhaite de bonnes parties et n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Bonne fin de journée à tous et à toutes.